Nouveau numéro de reporter sur France 24. Direction les Caraïbes. Trinidad et Tobago est un archipel situé entre le Venezuela et les Antilles. Ces 1,5 million d'habitants forment une communauté héritière d'une longue histoire coloniale. Le pays détient pourtant un triste record. Entre 2013 et 2016, plus de 130 habitants de Trinidad seraient partis rejoindre les rangs de Daesh. Rapporté à sa population, c'est l'un des plus grands contingents de candidats au djihad au monde. Avec nous, Cyril Charpentier. Bonjour Cyril. Bonjour Antoine. Vous avez enquêté. Comment expliquer ce foyer d'islam radical en plein cœur des Caraïbes? Écoutez, l'islam à Trinidad s'explique par la colonisation. Les premiers musulmans à débarquer à Trinidad, ce sont les immigrés indiens arrivés pour remplacer les esclaves dans les plantations. Et puis il y a une deuxième vague d'islamisation à Trinidad qui se place dans les années 60 et 70 avec l'émergence de la Nation of Islam. Vous savez, ce groupe américain qui professe un retour à la religion originelle des Afro-Américains, l'islam. Et un de ses principaux tenants, un de ses principaux leaders de ce mouvement-là, Yassine Abou Bakr, s'est rendu célèbre à Trinidad pour avoir organisé un coup d'État en 1990, qui a échoué, mais qui a permis à d'autres de ses disciples de former des groupuscules un peu sécessionnistes, si vous voulez. Et ce sont ceux-là qui se sont radicalisés et qui ont pu financer les départs en Syrie des candidats au djihad. Alors on va découvrir ce reportage, on vous retrouve juste après, reportage que vous avez tourné avec Damien Lansade à Trinidad et Tobago. Depuis 4 ans, la vie de Rahima Khan est suspendue aux rares nouvelles de sa sœur. La sœur de Rahima Khan et ses 5 enfants sont aujourd'hui détenus dans le camp de Roj en Syrie. Toutes les semaines, ma sœur nous envoie une note vocale. Elle utilise le téléphone du camp, comme ma nièce. Elle est impatiente et elle veut aussi nous envoyer un message. Assalamu alaikum, Nani. Nani, I love you plenty. We're all at this together. I want to go back home, baby. En 2014, sa sœur quitte Trinidad pour la Syrie. Comme elle, plus de 130 Trinidadiens seraient partis rejoindre les rangs de Daesh entre 2013 et 2016. En 2019, elle se retrouve sous les bombes pendant le siège de Baghouz, le dernier bastion de l'État islamique. Elle arrive à fuir la ville, mais très vite, elle est arrêtée par les forces de la coalition. C'était il y a 4 ans. Cela fait si longtemps qu'elle est là-bas. Elle a développé des troubles mentaux. Je pense qu'elle souffre de stress post-traumatique. Son esprit, par ailleurs, elle ne sait même plus qui elle est. Elle perd la mémoire. Elle ne reconnaît même plus ses enfants. Inquiète pour la santé de sa sœur, Rahima Khan décide de tout mettre en œuvre pour la faire rentrer à Trinidad. Sa mère, qui tient à garder son anonymat, a toujours l'espoir de revoir enfin sa fille et ses petits-enfants. Elle a acheté ce jouet pour le plus petit. Elle a aussi des serre-têtes pour sa petite fille. Elle n'arrête pas d'en acheter. Elle met toutes ces choses de côté pour ma sœur et ses enfants. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle doit arrêter parce qu'il ne se passe rien. Comme la sœur et les neveux de Rahima Khan, de nombreuses femmes et enfants ont été faits prisonniers. 90 Trinidadiens seraient aujourd'hui enfermés dans des camps en Syrie. Parmi eux, 56 mineurs, dont 33 seraient nés sur place. Le gouvernement retarde leur retour, officiellement pour des raisons de sécurité intérieure. Avec 5% de la population, l'islam est la 3e religion de Trinidad. Fouad Abou Bakr est un des cadres de la Jamaat al-Muslimeen. Cette organisation promeut un rôle social et politique de la religion. Elle a été fondée par son père, Yassine Abou Bakr, connu pour avoir organisé un coup d'État en 1990. Dans les années 70, la Jamaat al-Muslimeen
a été au cœur des luttes anticoloniales des communautés afro-caribéennes. C'était une époque d'éveil et de prise de conscience dans les Caraïbes. Le mouvement Black Power incitait les Africains à retrouver leurs racines, ainsi que leur religion d'origine. De nombreuses personnes sont revenues, nous ne disons pas se convertir, mais bien revenir vers l'islam. Pour Fouad Aboubakr, c'est cette même idéologie qui a pu pousser certains de ses compatriotes à adhérer à la propagande de l'État islamique. Ils sont partis pour trouver mieux. Ils sont partis à la poursuite d'une utopie, la création d'un État islamique. Ils voulaient faire partie de quelque chose de bien, quelque chose de positif, quelque chose d'islamique. Comme Fouad Aboubakr, plusieurs leaders religieux minimisent aujourd'hui la vocation guerrière de ces candidats au djihad. Oumar Abdullah est un ancien membre de la Jamaat al-Mousloumin. Il a participé au coup d'État organisé par Yassine Aboubakr et reconnaît par ailleurs avoir eu des liens avec Al-Qaïda. Les informations auxquelles nous avions accès à l'époque n'étaient pas le genre d'informations qui auraient pu empêcher les départs. Nous n'avons jamais découragé ceux qui voulaient partir. Pourtant, dès sa création, l'État islamique mettait en scène ces exactions. Cette femme a subi la terreur de Daesh. Pour garder son anonymat, elle se fait appeler Solange. À Raqqa, il y avait beaucoup de bombardements et de morts. La police de Daesh était très stricte et leurs sanctions étaient toujours très sévères. Donc il fallait juste obéir. Toujours obéir. Sinon on finissait en prison. Où on pouvait être exécuté. Après avoir réussi à fuir, elle est rentrée à Trinidad avec ses 2 enfants. Avec l'aide de son avocat, elle a engagé des démarches judiciaires pour que son fils né en Syrie obtienne la nationalité trinidadienne. Le 13, on devrait recevoir le certificat de citoyenneté de votre fils. Le 13 ? Solange dit avoir été piégée par son mari. Il lui aurait fait croire qu'il avait décroché un contrat de footballeur en Turquie. Mais elle se retrouve finalement en Syrie, soumise à la loi de l'État islamique. J'ai demandé à mon mari de pouvoir rentrer à la maison. Mais il s'y est opposé. Il m'a traîné au tribunal. Car si on ne veut pas rester, cela veut dire qu'on est un espion. Et un des types m'a dit que je pourrais avoir ma tête coupée, qu'il pourrait me tuer pour ça. Alors, j'ai commencé à obéir à leurs règles. Et j'ai échafaudé un plan pour m'évader. Solange réussit finalement à s'échapper et à gagner une zone contrôlée par les forces turques. Réfugiée dans un camp, elle parvient à contacter son consulat. Le récit et les preuves de son évasion lui permettent d'être reconnue comme victime de Daesh. Elle est rapatriée en 2016, mais son retour à la vie normale se révèle vite difficile. Je ne porte plus mon voile, car j'ai été discriminée à mon retour. Je pense que c'est injuste. Car tout le monde fait des erreurs. Et parfois, ce n'est même pas de leur faute. La plupart des femmes que j'ai rencontrées là-bas, c'était la faute de leur mari. Elles ne savaient même pas où elles allaient. Comment tu vas? Ça va, ça va. Le sort de ces femmes
Nafisa Mohamed en a fait son combat. Cette ancienne députée aide Rahima Khan dans ses démarches pour faire rentrer sa sœur. Ensemble, elles alertent sur les conditions de vie difficiles des femmes et enfants détenus en Syrie. Le plus jeune des enfants qui sont là-bas, il a tout juste 3 ans. Il est né dans le camp. Tout ce que cet enfant connaît, c'est la vie sous une tente. Le gouvernement de Trinidad et Tobago travaille depuis 2018 sur une nouvelle loi antiterroriste afin de rapatrier ses ressortissants tout en garantissant la sécurité du pays. 5 ans après, ce projet de loi n'a toujours pas vu le jour. Si l'on pèse le pour et le contre, oui, il y a des enjeux de sécurité intérieure que l'on doit prendre en compte. Mais si l'on considère les enjeux humanitaires, c'est vers ceci qu'il faut faire pencher la balance et non vers des considérations sécuritaires. Pour toutes ces personnes, les conditions de vie dans les camps sont atroces, avec des égouts à ciel ouvert, aucun logement décent. Ils doivent dormir à même le sol, malgré les rats. Les maladies sont légion, l'eau est contaminée. De nombreux Trinidadiens, prisonniers des camps syriens, ne peuvent pas obtenir de documents d'identité. Sans passeport, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Nafisa Mohamed conseille alors les familles dans leur démarche judiciaire. Actuellement, 3 procès contre l'État de Trinidad et Tobago sont toujours en cours. Il y aurait des responsables qui oseraient fermer les yeux sur la détresse de ces gens. Je dis non, c'est inacceptable. La communauté musulmane contribue depuis des années à développer ce pays. Nous sommes capables de vivre en paix et de travailler tous ensemble, main dans la main. Ce sont des femmes et des enfants qui sont dans une position vulnérable et ils ont besoin d'être protégés. En 2019, le retour des enfants de Felicia Perkins a été un événement médiatique. Séparée de ses 2 fils après leur enlèvement par leur père, parti faire le djihad, elle avait perdu tout espoir de les revoir. Mais après une opération humanitaire, financée par le leader de Pink Floyd, Felicia Perkins a pu les ramener à Trinidad. Dès leur retour, tout ce qu'ils voulaient, c'est être près de moi, retrouver leur maman. J'ai dû rattraper le temps perdu avec eux, jusqu'à ce qu'ils commencent à reprendre pied avec la réalité. Felicia Perkins souhaite que ses enfants soient les exemples d'une réintégration réussie. Ils ont vu tellement de choses, beaucoup de cadavres, des corps déchiquetés. C'est vraiment traumatisant pour des enfants. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre normalement, être comme les autres. Ne pas être pointés du doigt ou ridiculisés pour quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. À leur arrivée, le gouvernement a lancé une commission pour gérer les retours de Syrie. Pendant 1 an, les enfants de Felicia Perkins ont bénéficié d'un accompagnement psychologique. Mais aujourd'hui, ces enfants ne sont plus suivis et les travaux de la commission sont à l'arrêt. Aucun Trinidadien n'a été rapatrié depuis 4 ans. Je pense que le gouvernement pourrait vraiment faire plus pour les faire rentrer et les aider à retrouver leur vie d'avant. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est grandir normalement. Malgré nos demandes répétées, le gouvernement de Trinidad et Tobago n'a pas souhaité répondre à nos questions. Selon Human Rights Watch, plus de 40 000 étrangers seraient toujours retenus dans des camps en Syrie. Près de la moitié auraient moins de 12 ans. Et on retrouve en plateau Cyril Charpentier. Cyril, quelles étaient les motivations de ceux qui sont partis faire le djihad ? Écoutez, les motivations sont aussi multiples que les profils des candidats au djihad. Nous avons des fils de bonne famille qui sont partis pour pouvoir financer l'État islamique. Nous avons des enfants du ghetto, comme Solange, que vous avez vu pendant le reportage. Mais la particularité de Trinidad, c'est avant tout que les combattants sont partis avec leur famille, avec femmes et enfants. Et ça appuie un peu leur ligne de défense, si vous voulez, puisque ils disent, nous, on n'est pas partis faire la guerre puisqu'on est partis en famille. Et on ne va pas faire la guerre avec des femmes et des enfants. Donc c'est une ligne de défense un peu rhétorique, sûrement,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont sûrement voulu fuir un peu la société de Trinidad, qui n'allait pas dans leur sens, qui n'était pas assez musulmane pour eux. Alors, quel avenir pour ceux qui sont détenus, retenus dans les camps? Alors l'avenir est très incertain puisque le gouvernement de Trinidad bloque complètement tous les retours. Alors il est vrai que le pays connaît plusieurs crises, si vous voulez. Vous avez une crise économique puisque c'est un pays pétrolier, les réserves diminuent, il est revenu avec. Vous avez une crise migratoire très importante avec le Venezuela, qui se trouve à quelques kilomètres de Trinidad, et une crise sécuritaire extrêmement grave puisque la corruption et le trafic de cocaïne gangrène toute la société. Donc le gouvernement a d'autres priorités, si vous voulez, que 130 personnes. C'est pour ça que ça prend autant de temps de faire ces lois. Exactement, et que c'est vraiment pas une priorité. Il y a un deuxième point aussi très important, c'est que le gouvernement a peur d'un retour de bâton de l'opinion, qui est plutôt défavorable au retour de ces gens-là. Ceci dit, il y a un petit espoir, puisque les avocats des familles concernées travaillent judiciairement pour pouvoir appliquer la loi de Trinidad, puisque la loi, normalement, garantit l'accès au pays à tous ses citoyens. Il n'y a pas de loi antiterroriste qui permettrait de bloquer leur retour. Donc voilà, donc il y a un travail judiciaire qui est en cours, un travail administratif pour qu'ils aient des passeports. Et une de mes sources espérait que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, il y aurait des premiers retours. Cyril Charpentier, donc de retour de Trinidad et Tobago pour ce reportage. Merci Cyril, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.